On va aborder un deuxième sujet très intéressant, les allergies alimentaires multiples, comment s'y prendre, qui sera présenté par notre ami Saïd Tayer, Rani Al-Tarif. C'est un professeur à la faculté de médecine de Rabat et chef de service de gastropédiatrie. À vous la parole, Saïd. Alors, merci, cher ami, merci aux organisateurs. Alors, honoré aussi de participer à notre congrès qui est 130e édition. Et je suis content donc de partager avec vous ma petite contribution dans les allergies alimentaires. Younes, notre visionnaire de la Maforcale, m'a proposé justement ce sujet sur les allergies alimentaires multiples, comment les prendre en charge. Et je pense que ma tâche va être relativement facilitée parce que mon ami François Mharaoui a largement abordé cette thématique dans tout ce qui est immunothérapie, notamment l'immunothérapie multi-aliments, donc on en parle déjà. Et c'est un pilier, on va le voir, dans la prise en charge de ces allergies multiples. Nous qui avons quand même une petite expérience avec l'immunothérapie mono-aliments, on va certainement, avec les nouvelles avancées, être amené à mener une immunothérapie pour plusieurs aliments à la fois, d'autant plus que ces allergies alimentaires multiples, on en voit de plus en plus dans notre pratique. Alors les allergies alimentaires représentent, là je ne vous apprends rien, un enjeu de santé publique croissant. Il y a un nombre croissant de patients qui souffrent d'allergies à plusieurs aliments, notamment parmi les enfants. Ces allergies multiples sont relativement complexes à diagnostiquer et vous le devinez, ça augmente le risque de retentissement nutritionnel, on va y revenir, le risque d'anaphylaxie aussi sévère, d'une altération certes de la qualité de vie et de l'enfant et de sa famille. Et heureusement qu'il y a ces nouvelles stratégies thérapeutiques donc, qui émergent, notamment l'immunothérapie orale multi-aliments. Et on dira aussi un petit mot des biothérapies ciblées qui, soit isolément, soit associées à cette immunothérapie multi-aliments, vont contribuer à accélérer en quelque sorte l'acquisition d'une certaine tolérance. Ça bloque. Un technicien, s'il vous plaît. Pardon, c'est bon. Alors la prévalence des allergies alimentaires multiples est relativement élevée. 30 à 70% des enfants allergiques sont généralement allergiques à plusieurs aliments en fonction un petit peu des régions. La polysensibilisation elle est fréquente. Là, vous avez l'exemple de l'arachide où jusqu'à 40% des enfants allergiques à l'arachide développent également des allergies aux fruits à coque avant l'âge de 6 ans. Et donc, il y a toujours ce risque constant d'exposition accidentelle quand on a plusieurs allergènes à la fois auxquels l'enfant est sensibilisé, d'où la nécessité, bien sûr, d'une vigilance permanente, même dans les environnements bien contrôlés. Alors là, vous avez un travail qui a été fait en France dans la cohorte ELF, où ils ont recensé plus de 15 000 enfants avec un âge moyen de 5 ans et demi. Vous voyez que la prévalence de l'allergie est aux alentours de 6% d'allergie alimentaire. Cette prévalence augmente à peu près 8% quand il y a un terrain atopique. Il est aux alentours de 4,5% quand il n'y a pas de terrain atopique. Et un enfant sur 5 parmi ces enfants allergiques ont des allergies multiples, c'est-à-dire qu'ils sont allergiques à plus de 2 aliments. Et ces allergies multiples sont souvent associées à d'autres comorbidités, en particulier l'asthme, l'eczéma atopique, la rhinite allergique. Et vous voyez que dans ce travail, il y a le lait qui vient en premier parmi les allergènes qui sont responsables ou qui sont un petit peu intégrés dans ces allergies multiples. Puis il y a l'œuf et l'arachide. Bon, d'autres produits, en tout cas, où dans la prévalence serait un peu plus variable selon un petit peu les régions. Là, vous avez l'arachide en premier dans ces allergies alimentaires multiples, parce qu'on s'adresse peut-être à des âges un peu plus avancés. Vous avez les fruits à coque, ensuite le lait de vache, l'œuf et puis les fruits de mer. Pardon.
Alors, vous imaginez un petit peu que ces allergies alimentaires multiples vont retentir sur l'enfant en déséquilibrant en quelque sorte ses apports nutritionnels, avec le risque que vous devinez des restrictions larges et sévères, ce qui va certainement impacter aussi la croissance de ces enfants. Et vous imaginez aussi l'impact sur le bien-être émotionnel, sur la qualité de vie de la famille. Le retentissement nutritionnel étant relativement complexe et en fait il y a un enchaînement, si vous voulez, de facteurs, je dirais, interconnectés. Qui dit allergie alimentaire multiple, dit des évictions relativement larges. Et chez l'enfant, ça va certainement impacter sa croissance en réduisant relativement ses apports ou la gamme des aliments auxquels il a le droit d'accès. Et tout ceci peut aussi s'accompagner de certaines anomalies au niveau intestinal, une augmentation de la perméabilité, une certaine inflammation. Donc vous voyez un petit peu qu'il y a quand même beaucoup de facteurs, en plus de régimes de restriction, qui vont impacter en quelque sorte la croissance de l'enfant. Et avec ça, vous avez des enfants qui peuvent développer des troubles de comportement alimentaire quand on est privé d'un certain nombre d'aliments. Même si on tente la réintroduction, ce n'est pas toujours évident de vaincre ces troubles de comportement alimentaire. Alors il y a des néophobies alimentaires qui peuvent s'installer, avec ça peut exagérer ou donc avec un évitement de certains aliments que même si on a tendance peut-être à les tolérer, on ne va pas peut-être les accepter facilement. Vous avez aussi le risque de régime, on va dire, de substitution, parce qu'on est allergique à un certain nombre de protéines, on va dire, notamment de protéines animales. Les gens qui se dirigent vers des régimes véganes, vous connaissez un petit peu les risques que peuvent comporter ce genre de régime quand ils ne sont pas contrôlés. Et puis il y a un trouble alimentaire qui est relativement émergent dans l'allergie alimentaire et dont on parle de plus en plus actuellement. Les ARFID, les pédiatres connaissent peut-être ce terme. Donc ce trouble de l'évitement ou de restriction alimentaire sans trouble de l'image corporelle, avec une prise alimentaire insuffisante, un désintérêt pour l'alimentation, l'installation de ce qu'on appelle la phagophobie, la peur de déglutir, l'hémétophobie, la peur de vomir. Donc vous avez un ensemble de troubles qui vont encore contribuer à rendre l'alimentation de l'enfant relativement difficile. Et vous imaginez un petit peu la suite de toutes ces restrictions alimentaires. Avec ça, vous avez l'impact psychosocial qui est relativement majeur, une hypervigilance qui doit être constante chez l'enfant et chez les parents, avec une peur permanente d'exposition accidentelle. Vous avez donc ces évictions, comme je l'ai rappelé, multiples. Ça va impacter, comme l'a rappelé mon ami professeur Mharaoui, la vie sociale de l'enfant. Les parents sont particulièrement affectés à chaque fois que vous avez plus de 2 allergènes alimentaires qui sont impliqués dans ces allergies multiples par rapport aux monoallergies, avec un surmenage maternel essentiellement, la nécessité. Donc, suite à tout ce retentissement, on va dire général, la nécessité s'impose pour une prise en charge un peu plus globale et pluridisciplinaire. On va y revenir avec le rôle bien sûr de l'allergologue, le rôle du pédiatre, le rôle de la diététicienne, du psychologue, de l'assistant social et même du pharmacien. Il y a certes des facteurs de risque et des comorbidités qui sont associés à l'allergie alimentaire multiple, qu'on retrouve souvent associés donc, avec ces problèmes alimentaires. Et parmi les comorbidités qui sont souvent retrouvées, vous avez l'eczéma sévère et même précoce, rapporté dans certains travaux, la rhinite allergique dont j'ai parlé aussi, et l'asthme dans 38% des cas. On est, comme on va dire, on va s'inscrire dans cette marche atopique avec chaque fois un certain type ou un organe qui va se manifester en matière d'allergie. Alors, sur le plan physiopathologique, on a évoqué un certain nombre de mécanismes, on va dire, qui sous-tendent ces allergies alimentaires multiples, c'est-à-dire pourquoi certains enfants vont développer peut-être des allergies multiples. Alors, vous avez l'hypothèse de l'endotype spécifique avec des altérations épigénétiques, et on a eu droit hier à une belle présentation de notre ami Jamila Shakir, qui a parlé de méthylation en particulier, en tout cas tous les facteurs épigénétiques qui interviennent et qui sous-tendent un petit peu l'apparition d'allergies, le développement anormal de lymphocytes B et T, l'influence aussi, certes, du microbiote et de l'environnement dans la genèse finalement de toutes ces allergies multiples. On a évoqué aussi des facteurs ethniques et socio-environnementaux.
une peut-être représentation des allergies alimentaires multiples dans certains groupes ethniques minoritaires. Et dans tous les cas, il y aura un rôle important, je dirais, de l'interaction entre la génétique et l'environnement. Je ne vais pas y revenir. Alors l'approche recommandée pour ces allergies alimentaires multiples, c'est qu'il faut certes un diagnostic de précision. On est à l'ère de la médecine de précision, avec les tests moléculaires, l'histoire clinique qui sera détaillée. Une prise en charge donc, qui devrait être certainement multidisciplinaire dans ces allergies alimentaires multiples et des stratégies, on va y revenir, comme l'immunothérapie multi-aliments. Alors on parle aussi de décision partagée qui reste un levier essentiel d'adhésion et de succès thérapeutique de la prise en charge de ces enfants qui ont une allergie alimentaire multiple. Et cette démarche repose sur 3 piliers. Il va falloir présenter toutes les options thérapeutiques disponibles pour l'enfant et pour la famille en matière d'allergie alimentaire multiple. Le régime strict, certes, c'est la base en tout cas de la prise en charge initiale. L'introduction par la suite encadrée des aliments qu'on pourrait espérer que l'enfant redevienne tolérant. Et puis bien sûr, la biothérapie, on va y revenir, qui va faciliter peut-être la tâche à beaucoup de soucis par rapport à ces allergies alimentaires multiples. Il va falloir aussi adapter les options profil clinique, phénotypique. On est, comme j'ai dit, dans l'ère de la médecine de précision, donc il faut justement choisir le bon traitement pour le bon malade. Introduire aussi les innovations avec une certaine pédagogie. Donc là aussi, il va falloir impliquer, et ça, enfin, on imagine quand même qu'il faut quand même beaucoup de travail avec la famille. Professeur Mharaoui, on a aussi parlé dans les DAT, c'est-à-dire qu'en quoi il faut une implication et une certaine pédagogie pour que les parents puissent adhérer à vos recommandations. Le deuxième pilier, c'est qu'il faut analyser aussi et comparer les options, c'est-à-dire qu'il faut quand même discuter avec les parents les pour et les contre pour chacune des attitudes thérapeutiques qu'on pourrait éventuellement proposer. Donc, exposer aussi éventuellement les preuves scientifiques actuelles, clarifier les bénéfices, les risques et les contraintes. Et puis, bien sûr, explorer les valeurs et les attentes du patient et de sa famille. C'est-à-dire qu'il faut quand même une implication forte de la famille, comprendre ce qui compte vraiment pour l'enfant, explorer les peurs, clarifier le niveau de risque, accepter les objectifs thérapeutiques, valoriser aussi l'expérience passée pour chaque enfant. Donc il y a eu un passé qui voudrait aussi en tenir en compte. Alors donc qui dit polyallergie dit donc finalement, à l'ère actuelle bien sûr, un traitement qui soit le plus personnalisé possible. Donc on ne peut pas se permettre d'extrapoler nos conduites thérapeutiques pour tous les enfants, quelle que soit la nature de leur allergène, quelle que soit la nature de leur histoire clinique. Et donc il va falloir finalement, on a parlé hier de phénotype, d'endotype. Bon, c'est un profil, comme l'a rappelé Dr Habib hier, et donc qu'il va falloir certainement identifier, qui va tenir compte finalement des caractéristiques du patient, de son histoire, de la nature de l'allergène, est-ce qu'on est allergique à l'aliment cuit ou cru, etc. Des comorbidités aussi associées, de retentissement, des cofacteurs qui déclencheraient éventuellement les réactions allergiques, mais aussi de l'approche biologique et de l'évolution bien sûr naturelle de chacune des allergies par rapport à l'allergène en question. Donc il faut finalement tenir compte de tous ces paramètres pour identifier ce profil, pour préciser ce phénotype ou cet endotype et proposer par la suite un traitement qui soit le plus personnalisé possible, qui n'est pas basé uniquement sur la diététique ou les restrictions ou comment réintroduire par la suite, mais aussi sur d'autres outils, on va dire, thérapeutiques. Bon, je parle aussi de la trousse d'urgence qui peut être essentielle pour un certain nombre d'allergies, notamment en cas de réaction sévère. L'éducation thérapeutique, certes. L'immunothérapie, donc, dont on a parlé déjà et que je vais reprendre tout à l'heure. Et puis, bien sûr, les biothérapies qui prennent aussi de la place dans la prise en charge des allergies en général et des allergies multiples en particulier. Là, c'est justement pour faire le focus sur les biothérapies de l'allergie alimentaire. Quand on voit les différents mécanismes qui se tendent, l'allergie et l'allergie alimentaire en particulier, on voit justement que la biothérapie pourrait intervenir à des niveaux un peu bas dans les mécanismes finalement qui aboutissent aux réactions allergiques, et on pourrait justement freiner les réactions, ne serait-ce qu'avec la biothérapie. Et comme je l'ai dit, en tout cas, on se dirige
vers cette médecine de précision, et c'est le thème et le fil rouge de notre congrès de cette année. Donc, au lieu d'avoir un traitement standardisé pour des patients, en tout cas, qui peuvent se ressembler ou qui ont des points communs, on va aller vraiment vers l'individualisation du traitement, la personnalisation du traitement, en espérant avoir un impact thérapeutique le plus important. Donc, il peut aller jusqu'à 100% pour chaque malade qu'on prendrait en compte dans notre approche personnalisée. Alors, quelle est cette approche personnalisée pour un jeune enfant qui est polyallergique? Alors, faisant abstraction des autres mesures, donc l'éviction thérapeutique, certes, la trousse d'urgence éventuellement, vous avez bien sûr à discuter avec les parents l'immunothérapie et l'immunothérapie multi-aliments. Il va falloir définir l'objectif. Il va falloir aussi choisir les aliments cibles, peut-être prioriser. Certes, on parle d'immunothérapie multi-aliments, mais on ne va pas dépasser 2, 3, 4 aliments qu'on va désensibiliser en parallèle. Donc, il va falloir faire aussi des choix quand vous avez des enfants qui sont allergiques à plusieurs aliments. On pourrait peut-être choisir les aliments critiques dans l'alimentation quotidienne, donc qu'on va prioriser, tels que le lait ou l'œuf, ou les aliments à haut risque d'exposition accidentelle, tels que l'arachide, les fruits à coque, ou les aliments qui sont plutôt faciles à désensibiliser, parce qu'il y a un bas niveau de sensibilisation, donc on peut avoir rapidement un gain. On va certainement impacter la famille, la qualité de vie de la famille. Les aliments aussi responsables de réactions sévères passées au central, donc on pourrait aussi les prioriser. Et donc il va falloir, avec la famille, hiérarchiser cette immunothérapie et les aliments qu'on va finalement prioriser. Certes, dans cette attitude, on va dire positive envers la famille et dans notre approche thérapeutique, il va falloir changer le regard sur les symptômes, se dire qu'on peut quand même les maîtriser, valoriser les petits succès et donc bâtir en tout cas et construire notre avancée thérapeutique sur ces petits succès. Il faut avoir un état d'esprit confiant, un soutien émotionnel qu'il ne faut pas oublier et passer en quelque sorte du paternalisme de la famille vers plutôt l'autonomisation de cette famille. Alors donc les piliers finalement qu'on propose pour ces allergies alimentaires multiples, c'est d'une part l'immunothérapie multi-aliments qui prend de plus en plus, on va dire, de la place dans la prise en charge de ces allergies multiples, et d'autre part, on va en parler, de la biothérapie qui peut faciliter en quelque sorte la prise en charge de ces allergies relativement sévères ou multiples. Et là, vous avez un focus sur l'immunothérapie multi-aliments qui a montré un gain considérable en temps, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre de finir avec un aliment pour passer à un deuxième aliment pour la désensibilisation, mais on va mener une désensibilisation pour plusieurs aliments à la fois. Et vous imaginez un petit peu le gain en temps, sachant que pour désensibiliser vis-à-vis d'un allergène, on pourrait avoir besoin d'au moins 6 à 8 mois. Donc si on cumule les mois, on risque de traîner. Mais si on mène la désensibilisation pour plusieurs éléments à la fois, on va gagner certainement en temps. On gagne aussi en matière de coût, on gagne aussi en matière d'adhésion de la famille. Enfin, la famille va être, et l'enfant lui-même va être moins fatigué. Donc vous avez une meilleure adhésion des parents quand il s'agit de ou d'immunothérapie multi-aliments, sachant que côté sécurité, il n'y a pas de risque majoré quand on va mener une immunothérapie multi-aliments. Et le facteur de succès serait essentiellement l'âge jeune. Donc si on démarre tôt, on pourrait espérer avoir un impact thérapeutique plus rapidement. Quand vous avez un rapport IgE spécifique sur l'IgE total qui est relativement faible, là aussi on est plus encouragé à démarrer cette immunothérapie multi-aliments. Et bien sûr, quand l'enfant commence à tolérer les petites doses initiales, ça nous encourage aussi pour mener à bien cette désensibilisation. Alors là, vous avez effectivement les différents travaux qui ont été rapportés dans cette mise au point sur l'immunothérapie multi-aliments. Et on observe que finalement, cette thérapie, bien que réalisée sur des patients souvent plus jeunes et polysensibilisés, on atteint finalement des taux, l'objectif thérapeutique, il est atteint de la même manière, avec la même, on va dire, fréquence, quand il s'agit d'immunothérapie monoaliments ou d'immunothérapie multi-aliments. Et le recours à l'adrénaline pour ces enfants qu'on a
chez qui on a initié cette immunothérapie multi-aliments n'est pas plus important dans l'immunothérapie multi-aliments que dans l'immunothérapie mono-aliments. Donc, côté sécurité, côté risque, vous avez près le même risque. Et donc, finalement, l'immunothérapie multi-aliments est aussi sûre et efficace que l'immunothérapie pour un seul aliment. Il y a moins d'épuisement, on l'a vu, du patient et de la famille. Il y a une réduction des coûts et de la durée. Et en cas de réaction allergique, quand on a mené une immunothérapie multi-aliments, il est possible, bien sûr, à chaque fois de ralentir le protocole, de suspendre temporairement un aliment tout en poursuivant l'augmentation des autres aliments, d'arrêter éventuellement un aliment si nécessaire. C'est-à-dire, on reste quand même maître de notre situation en matière d'immunothérapie multi-aliments. Là, vous avez un premier exemple, justement, d'immunothérapie multi-aliments qui a comparé deux groupes d'enfants. Un groupe d'enfants où on a essayé de désensibiliser uniquement contre l'arachide, et puis un autre groupe de 25 patients où on a essayé de désensibiliser en même temps contre plusieurs aliments, enfin au maximum 5 pour le moment, avec une dose d'entretien qui a été fixée à 4 grammes de protéines alimentaires. Et bien sûr, on est passé par les différentes phases de l'immunothérapie, comme pour l'immunothérapie mono-aliments, en déterminant la dose seuil, en passant par l'escalade progressive des doses, et puis on a pour atteindre finalement la dose de maintien. Et les résultats, c'est que la désensibilisation à plusieurs aliments, certes, pour cette étude, elle a pris un peu plus de temps, plus de 14 semaines pour atteindre un seuil de tolérance 10 fois supérieur. Mais en tout cas, on était quand même prudent dans la progression pour ces premières études sur l'immunothérapie multi-aliments, avec plus de 4 mois aussi en moyenne pour atteindre 300 mg, 1 g, 4 g. Il a fallu aussi 1 an pour atteindre 4 grammes pour les 5 aliments et les IG4 spécifiques qui ont augmenté, ce qui est bien sûr un signe de tolérance induite avec cette immunothérapie. Et côté sécurité, le taux d'effet indésirable était relativement identique, avec des effets légers dans la majorité des cas. Il y a eu seulement 2 réactions sévères qui ont été gérées même à domicile. Et donc ce qu'on a retenu de ce travail, c'est qu'il est possible de désensibiliser finalement contre plusieurs aliments en même temps, avec la même sécurité et un peu plus longtemps peut-être, mais on gagne quand même en matière d'acquisition de la tolérance et on gagne en matière de temps aussi quand on fait le cumul, en tout cas des aliments contre lesquels on est en train de désensibiliser. Là aussi, rapidement, un autre travail un peu plus récent sur immunothérapie mono-aliments contre l'arachide et immunothérapie multi-aliments pour entre 2 et 4 aliments. Et là aussi, on a une efficacité qui était comparable, avec une sécurité qui était comparable. Vous voyez ici sur ce tableau le succès de la dose d'entretien qui a été atteinte, qui est presque similaire entre l'immunothérapie avec l'arachide seul ou avec plusieurs aliments. Et l'utilisation de l'épinéphrine, donc on a eu recours 13% contre 8%. Donc côté sécurité, il n'y a pas vraiment de différence entre le mono-aliment et le multi-aliment. Et sachez qu'actuellement, il y a même des propositions de formulation en quelque sorte standardisée. Vous avez donc dans une même capsule, si vous voulez, plusieurs protéines de plusieurs aliments différents. Et donc les protocoles vont certainement changer avec l'avènement de ces formulations standardisées, donc pour désensibiliser à la fois contre plusieurs aliments. Il va falloir justement choisir les aliments qu'on va y mettre dedans. Et avec ce genre de formulation, nous avons une efficacité, un profil d'innocuité qui est favorable pour la désensibilisation donc, de plusieurs allergies alimentaires. Donc vous avez d'une part cette immunothérapie multi-aliments qui prend de plus en plus de la place et d'autre part, vous avez la place de la biothérapie et l'omalizumab en premier, donc cet anti-IgE de plus en plus utilisé dans l'allergie respiratoire mais aussi alimentaire. Et l'objectif de ce travail que je vous propose, c'était justement d'évaluer si l'omalizumab en monothérapie augmente la tolérance clinique à plusieurs allergies chez les enfants polyallergiques. Là, l'idée, c'est pas d'immunothérapie initialement, mais c'est juste un traitement par l'omalizumab au bout d'un certain temps, et on vérifiera si l'enfant pourrait tolérer, sur un test de provocation, pourrait tolérer un aliment ou plusieurs aliments. Et donc, c'est un travail qui a inclus plus de 170 enfants adolescents
qui étaient allergiques à plus de 2 aliments avec un travail, un essai randomisé contrôlé en double aveugle sur une durée de entre 16 et 20 semaines de traitement par l'omalizumab. Il y a un test de provocation qui a été donc fait à la fin de ce traitement. Alors l'omalizumab, juste pour le rappeler, il a été injecté toutes les deux à 4 semaines avec une dose qui était adaptée au poids et au taux des IgE total. Et on voit justement sur ce graphique l'intérêt de l'utilisation de l'anti-IgE. Donc quand on compare les différents aliments qui ont été visés par ce traitement, et on voit à chaque fois qu'avec l'omalizumab, on atteint nos objectifs en matière de dose d'entretien d'une manière nette et flagrante par rapport aux enfants qui ont reçu un placebo. Et donc, vous voyez quand même qu'on peut gagner aussi beaucoup de choses en utilisant les anti-IgE. Donc, vous avez un effet qui est rapide, sans immunothérapie, et qui est efficace sur plusieurs allergènes simultanément. Donc, on peut aussi mener une désensibilisation, si vous voulez, grâce à cette biothérapie avec plusieurs aliments. Côté tolérance et sécurité, les réactions locales étaient fréquentes mais bénignes. Un cas d'anaphylaxie dans chaque groupe entre placebo et omalizumab. Il y a un bon profil finalement de sécurité globale. Donc finalement l'omalizumab qui se présente comme un nouvel outil thérapeutique dans la prise en charge des allergies multiples, et la cible idéale serait effectivement les jeunes enfants polyallergiques, les patients qui ont un risque élevé anxieux, et les familles bien sûr fatiguées par des régimes stricts, quand on voit un petit peu le poids psychologique de ces allergies multiples et des évictions multiples. Alors les avantages, il s'agit d'une approche qui est non invasive, donc il n'y a pas ce risque d'introduire des aliments et puis suivre un petit peu si l'enfant réagit ou non. Elle peut être intégrée, et on va le voir, avant ou à la place d'une ITO. Il y a un effet croisé sur plusieurs allergènes, parce qu'on vise les IgE, donc automatiquement, toutes les allergies IgE médiées vont être améliorées, avec une réduction du risque d'anaphylaxie, bien sûr, accidentelle. Là, vous avez ensuite un travail assez intéressant sur l'efficacité de l'association immunothérapie, cette fois-ci, multi-aliments, avec la biothérapie. Et on a donc essayé d'évaluer l'efficacité et la sécurité de l'association omalizumab avec l'immunothérapie chez des enfants atteints d'allergies multiples, avec un essai clinique randomisé là aussi en double aveugle sur 48 enfants allergiques à au moins 2 aliments prouvés par un test de réintroduction. Et on a randomisé donc 2 bras pour cette étude, un bras avec omalizumab et un bras avec placebo. Et donc là aussi, le constat était quand même assez intéressant, avec un succès à plus de 83% pour les enfants qui étaient mis sous omalizumab, contre 33% pour ceux qui ont reçu le placebo. Et donc ça veut dire que l'omalizumab, en quelque sorte, accélère l'acquisition de la tolérance. On a pu atteindre jusqu'à 70% de succès pour ce qui est de la tolérance à 4 aliments au plus. Et pour la dose qui a été fixée à 2 grammes par aliment, donc on voit que la progression était encore plus rapide, même 5 fois plus rapide avec l'omalizumab qu'avec une immunothérapie immunothérapie multi-aliments, sans biothérapie. On a même eu un gain sur les allergènes croisants, c'est-à-dire le fait de désensibiliser contre la noix de cajou a permis de désensibiliser aussi l'enfant contre la pistache. Il y a aussi cet effet positif sur le pécan quand on désensibilise contre la noix. Donc là, c'est juste pour réillustrer un petit peu ces résultats. Donc l'on voit effectivement qu'avec l'omalizumab en rouge, on arrive plus facilement à la dose qui a été fixée au départ comme cible en tout cas thérapeutique, et qu'à la 24e semaine, vous avez quand même les enfants qui ont reçu l'omalizumab ont été plus de 5 fois tolérants, on va dire, vis-à-vis de l'aliment qui a été ciblé. Donc finalement, il y a une sécurité par rapport à l'utilisation de l'omalizumab avec l'immunothérapie multi-aliments, moins d'effets indésirables, pas d'augmentation d'effets
secondaires après arrêt de l'omalizumab, pardon. Et donc la conclusion, c'est que l'omalizumab finalement améliore l'efficacité de l'immunothérapie multi-aliments. Et l'effet, il persiste même jusqu'à 5 mois après l'arrêt du traitement par omalizumab. Donc il y a quand même un acquis qui va persister pendant longtemps. Et donc comme implication thérapeutique, donc l'association omalizumab-immunothérapie permet une désensibilisation encore plus rapide, sécurisée et étendue pour les enfants multi-allergiques, avec une réduction significative des risques, une meilleure observance du traitement et une meilleure qualité de vie pour la famille. Et puis je termine rapidement par ce travail sur le dupilumab qui va certainement apporter aussi un plus dans ces allergies alimentaires multiples. Mais là, ce sont les premiers essais, c'est un travail qui est tout récent. Et on a juste vérifié avec l'utilisation du dupilumab l'impact sur le taux des IgE chez des enfants qui étaient allergiques à plusieurs aliments. C'était des enfants qui avaient une dermatite atopique et allergies alimentaires multiples, sachant que l'association est relativement fréquente. Vous connaissez certainement cette biothérapie, le dupilumab, qui bloque les voies IL-4 et IL-13. Alors l'objectif, comme je vous ai dit, c'était d'évaluer l'effet du dupilumab sur les IgE alimentaires spécifiques des aliments chez des enfants atopiques polyallergiques. Et là aussi, le résultat était quand même très intéressant, avec une diminution significative des IgE spécifiques pour tous les allergènes, une réduction marquée dès les 16 premières semaines, avec aucun effet différentiel entre mono et polysensibilisation, c'est-à-dire qu'on peut impacter plusieurs allergènes à la fois en utilisant le dupilumab. Et donc, en conclusion de ce travail, c'est que le dupilumab induit une baisse rapide et marquée des IgE alimentaires. Une plus grande efficacité est observée. Une telle baisse pourrait aussi prédire un potentiel de tolérance qui va être relativement plus important. Je termine, c'est la dernière. D'accord. Alors, je conclurai pour dire finalement que les allergies alimentaires multiples représentent un enjeu clinique majeur, qu'il y a des nouvelles perspectives thérapeutiques que je vous ai exposées, donc l'immunothérapie multi-aliments avec la biothérapie, essentiellement l'omalizumab, et que la prise en charge peut être finalement bien personnalisée en fonction un petit peu des profils cliniques, et ce qui va permettre certainement de rendre les familles encore plus autonomes en matière de prise en charge de ces allergies alimentaires multiples. Et je vous remercie. Merci Si Saïd pour cette présentation qui est très claire. Et vu que vous avez épuisé votre temps, on passe directement à la troisième présentation. Désolé. Ça va être réduit sur le temps de pause. Désolé. Merci, professeur Taher. Donc, j'ai une question d'ordre pratique. Si on va faire cette ETO de façon à plusieurs aliments, si l'enfant il réagit, comment on peut savoir à quel aliment il a réagi? Donc, de façon pratique, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai vu que c'est une seule capsule qui contient tous les aliments. La seule capsule, ça c'est une standardisation, comme je dis, c'est des formules qu'on est en train d'élaborer, mais ce n'est pas ce qui se fait actuellement. C'est-à-dire là, on reste sur le classique, c'est-à-dire on donne aliment par aliment. On peut justement faire des petits intervalles entre les prises des aliments et on pourrait repérer peut-être l'aliment auquel l'enfant réagit. Donc, aliment sur aliment au cours de la journée. Espacé de combien de temps? 1 heure, 2 heures? Donc, bon, de façon... je ne suis pas rentré peut-être dans les détails des protocoles. On en a discuté hier lors de l'atelier, mais c'est-à-dire chaque équipe fait comme elle voit, mais c'est-à-dire on laisse quand même du temps. Il s'agit d'allergies IgE médiées, donc les réponses vont être relativement rapides et donc on peut se donner une demi-heure minimum, 1 heure avant de conclure finalement par rapport à l'aliment qui était responsable de la réaction. Mais bon, il y a beaucoup de bénéfices quand même à mener cette immunothérapie multi-aliments. Complément en une seconde. S'ils réagissent, qu'importe. L'important, c'est revenir au palier inférieur. Voilà ce qu'on fait. Moi, j'ai une question, si c'est possible. Est-ce que la place des analyses moléculaires dans ces polyallergiques pour l'ITO, est-ce que c'est intéressant de voir à quelle famille moléculaire ils sont allergiques pour pouvoir faire des désensibilisations croisées, puisqu'il y a des allergies croisées, et comment vous gérez ça? Bon, c'est vrai que je n'ai pas
faut parler de diagnostic moins identifié, mais c'est-à-dire on reste classique aussi en matière de diagnostic. On peut aussi aller plus loin, enfin, en utilisant les allergènes moléculaires pour effectivement déterminer quel est l'allergène au sein de l'aliment qui serait relativement responsable. Et on peut aussi en déduire les allergies croisées éventuelles. Mais c'est-à-dire on reste quand même classique, c'est-à-dire il y a une allergie à un aliment, on va désensibiliser contre l'aliment et on peut joindre 2, 3, 4 aliments jusqu'à 5 aliments en même temps. Donc on ne va pas trop compliquer peut-être, mais il y aura certainement un impact en matière d'allergie croisée, comme je l'ai rappelé pour une étude. On descend contre l'aliment et on peut avoir un impact sur un autre aliment. Donc voilà. Désolé. Merci beaucoup, professeur Taher. Alors, à mon tour d'introduire un sujet très passionnant et très préoccupant aussi.